Tu es tellement efféminé, a ri ma femme devant ses amis. Puis, sa meilleure amie a rétorqué, il a été très viril avec moi hier. C'est peut-être ça, ton problème. D'accord, Reddit. Cette histoire me pèse sur la poitrine depuis des mois maintenant, et mon pote Ryan a fini par me convaincre de tout mettre par écrit. Selon lui, c'est du contenu de premier choix pour Reddit, et peut-être que me décharger de ce poids m'aidera à assimiler tout ce qui s'est passé. Alors, nous y voilà. Ma femme m'a humilié devant tout son groupe d'amis en me traitant d'efféminé. Sa meilleure amie m'a défendu avec un commentaire qui a fait exploser notre mariage. Il s'avère qu'il y avait plus derrière ce commentaire que ce que tout le monde avait réalisé sur le moment. Et les retombées ont été absolument nucléaires. Laissez-moi commencer par le début, car c'est l'une de ces situations qui nécessitent un contexte sérieux pour être pleinement comprise. Moi, homme de 32 ans, je travaille comme technicien vétérinaire dans une clinique pour petits animaux, ici en Caroline du Nord. Je fais ça depuis environ 8 ans maintenant, depuis que j'ai terminé ma certification juste après l'université communautaire. La clinique n'a rien de chic. Nous nous occupons principalement de chiens et de chats, parfois d'un animal exotique, des contrôles de routine, et des cas médicaux plus graves qui nécessitent une véritable intervention. Le boulot paie correctement. J'aime sincèrement travailler avec les animaux. Et il y a quelque chose de profondément satisfaisant à aider des animaux malades à aller mieux, et à voir le visage des propriétaires s'illuminer lorsqu'ils réalisent que leur chien ou leur chat va s'en sortir. Ouais, je sais ce que vous pensez. Ce n'est pas exactement la carrière la plus traditionnellement masculine. J'ai entendu toutes les remarques possibles. Les vrais hommes ne travaillent pas avec des animaux tout doux. Pourquoi tu n'es pas devenu un vrai vétérinaire si c'est ce que tu voulais faire? Ça doit être sympa de jouer avec des chiots toute la journée. Peu importe. La réalité, c'est que ce travail implique bien plus que ce que la plupart des gens imaginent. Contenir des animaux agressifs, gérer des urgences médicales, assister à des chirurgies qui peuvent durer des heures, gérer des fluides corporels qui donneraient envie de vomir à la plupart des gens. Mais bien sûr, continuez à me dire que ce n'est pas un vrai travail. Le truc, c'est que je ne me suis jamais soucié de ce que les gens pensaient de ma carrière. Je suis bon dans ce que je fais. Je gagne assez d'argent pour vivre confortablement. Et je rentre chez moi chaque jour avec le sentiment d'avoir réellement apporté quelque chose de significatif au monde. C'est plus que ce que beaucoup de gens peuvent dire de leur boulot en entreprise à 6 chiffres. La maison où j'ai grandi était différente de la plupart. Mon père a travaillé comme plombier pendant 30 ans. Il rentrait à la maison les mains sales, le dos en compote, et ne s'est jamais excusé une seule fois pour ce qu'il faisait. Ma mère était une infirmière qui travaillait de nuit, et qui réussissait quand même à être présente à chacun de mes matchs de baseball. Ils m'ont appris qu'un travail honnête était un travail honnête, que prendre soin des gens et des choses comptait, et que la valeur d'un homme ne se mesurait pas à l'intitulé de son poste ou à son salaire. De bonnes leçons. J'aurais juste aimé que ma femme soit d'accord avec eux. Nicole et moi nous sommes rencontrés il y a environ 6 ans, à la fête d'anniversaire d'un ami commun. Une de ces situations de barbecue dans le jardin, où tout le monde se tient en petits groupes pour faire la conversation et faire semblant d'apprécier des boissons tièdes. Elle travaillait dans la vente pharmaceutique à l'époque, gravissant les échelons de l'entreprise avec des talons de créateur, et un sourire qui pouvait convaincre n'importe qui de signer sur la ligne pointillée. Une personnalité classique de type A, ambitieuse, motivée, toujours à la recherche du prochain barreau à saisir. J'étais le gars dans le coin qui avait une conversation complète avec le golden retriever de l'hôte, Murphy, parce qu'honnêtement, les chiens sont une meilleure compagnie que la plupart des humains dans les fêtes. Moins de jugement, plus d'enthousiasme sincère. Murphy se fichait de ma trajectoire de carrière ou de mon plan sur 5 ans. Il voulait juste des gratouilles sur le ventre et, occasionnellement, un encas de mon assiette. Nicole a trouvé ça mignon. Elle s'est approchée avec ce sourire amusé sur le visage, et a demandé si Murphy était une meilleure compagnie que les humains. Je lui ai dit que Murphy n'avait pas encore essayé de me vendre quoi que ce soit, donc il gagnait par défaut. Elle a ri, a dit qu'elle méritait probablement ça vu son travail, et s'est assise sur l'herbe à côté de moi, dans sa robe manifestement très chère, sans la moindre hésitation. Nous avons parlé pendant 2 heures, tandis que Murphy alternait en réclamant l'attention de chacun de nous. Elle a dit qu'elle n'avait jamais rencontré un gars qui était si à l'aise d'être simplement lui-même, sans essayer d'impressionner qui que ce soit ou de jouer une version de la masculinité qui ne lui correspondait pas. Je lui ai dit que j'étais juste moi-même, parce que faire semblant d'être quelqu'un d'autre me semblait épuisant.
Notre premier vrai rendez-vous a eu lieu dans ce petit resto italien discret du centre-ville, où j'allais depuis l'université. Rien de chic. Des nappes à carreaux, des bougies plantées dans de vieilles bouteilles de vin, un menu qui n'avait probablement pas changé depuis 20 ans. Nous avons parlé pendant 4 heures de tout et de rien. Échangeant des histoires sur nos familles, nos amis, nos souvenirs d'enfance bizarres. Elle a dit qu'elle adorait le fait que je n'essayais pas de l'impressionner avec des restaurants chers ou des gestes tapas à accent grave-l'œil. J'ai répondu que je pensais qu'une bonne nourriture et une bonne conversation comptaient plus qu'une note sur Yelp. À la fin de ce dîner, j'étais presque sûr d'avoir trouvé quelqu'un de spécial. Quelqu'un qui me voyait pour qui j'étais, et qui l'appréciait vraiment au lieu d'essayer de me remodeler en quelque chose d'autre. Nous sommes sortis ensemble pendant 3 ans avant que je ne la demande en mariage. Une jolie bague, rien d'incroyablement extravagant. Je n'allais pas m'endetter pour prouver que je l'aimais, et elle a dit qu'elle appréciait cela. Le mariage était une affaire relativement petite. Environ 80 invités, dans un lieu que sa mère nous a aidés à trouver. Ses parents, Édouard et Grace, n'étaient pas exactement ravis que leur fille épouse un technicien vétérinaire, mais ils ont gardé leurs opinions pour eux pendant la cérémonie. J'ai intercepté quelques regards, quelques conversations chuchotées qui s'arrêtaient quand je passais, mais je me suis dit que c'était juste le truc standard avec la belle famille. Ma famille adorait Nicole parce qu'elle me rendait heureux. C'était suffisant pour eux. Mon père m'a pris à part à la réception et m'a dit qu'il était fier de l'homme que j'étais devenu, et que j'avais trouvé une partenaire qui semblait m'aimer sincèrement. Je l'ai cru. J'ai cru à tout ça. Les 2 premières années de mariage ont été sincèrement bonnes. Nous avons acheté une petite maison dans un quartier calme, à environ 20 minutes de ma clinique et 40 minutes de son bureau. Rien de chic, mais c'était la nôtre. 3 chambres, un jardin correct, un garage où je pouvais installer un établi pour le travail du bois, un passe-temps que je voulais développer. Nous avons adopté un chien de refuge ensemble. Ce petit bâtard chaotique nommé Biscuit qui, je le jure, fonctionne à l'instinct pur et avec zéro logique. Moitié bigle, moitié autre chose que de l'énergie et des bêtises. Je suis tombé amoureux de lui à la seconde où je l'ai vu au refuge, recroquevillé dans le coin de sa cage, et Nicole a accepté de l'adopter, surtout parce qu'elle voyait à quel point il comptait pour moi. La vie s'est installée dans ce rythme confortable que les couples mariés trouvent. Nous cuisinions le dîner ensemble les soirs de semaine, regardions des films le week-end, rendions visite à nos familles respectives pour les vacances, des trucs normaux, des trucs heureux. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer. Doucement au début. Si doucement que je n'ai même pas remarqué que ça arrivait. Nicole continuait de grimper au travail. Responsable régionale, puis responsable régionale senior, puis directrice de je ne sais quoi. Son salaire grimpait avec elle, et soudain, elle gagnait près de 3 fois ce que je gagnais. J'étais fier de son succès. Sincèrement fier. Elle travaillait dur et elle méritait cette reconnaissance. Mais quelque part en chemin, l'équilibre dans notre relation a commencé à pencher dans une direction à laquelle je ne m'attendais pas. Son groupe d'amis a évolué. Les gens terre à accent grave terre avec qui nous traînions en couple ont été progressivement remplacés par cette clique de femmes d'entreprise, qui comparaient leur sac à main et leur destination de vacances comme si c'était un sport olympique. Les soirées vin chez nous sont devenues ces affaires élaborées, où tout le monde se pointait dans des tenues qui coûtaient plus cher que mon budget course mensuel, parlant de promotion, de portefeuille d'investissement et des problèmes pour embaucher du bon personnel de nos jours. Je restais dans les parages un moment pour essayer de participer, mais finalement, j'ai appris à me faire discret. Il n'était pas intéressé par ce que j'avais à dire, et ma présence semblait mettre Nicole mal à l'aise, comme si j'étais une sorte d'embarras qu'elle ne pouvait pas tout à fait cacher. Les commentaires ont commencé petits, de petites suggestions ici et là, disant que je devrais peut-être envisager de retourner à l'école, d'obtenir un vrai diplôme, de trouver quelque chose de plus prestigieux. Elle mentionnait que le mari de sa collègue Amanda venait de devenir associé dans son cabinet d'avocat, ou que le mari de son ami britannique cartonnait dans la finance, et qu'il venait d'acheter une maison de vacances à la montagne. L'implication était claire, pourquoi ne peux-tu pas être plus comme eux? Je haussais les épaules. J'étais heureux de ma vie. J'aimais mon travail. J'aimais notre maison. J'aimais notre chien. N'était-ce pas censé être le but même de construire une vie ensemble? Mais Nicole n'était plus heureuse. Ou peut-être qu'elle était heureuse, mais embarrassée d'être heureuse avec quelqu'un comme moi. La distinction devenait de plus en plus difficile à identifier au fil des mois. Le groupe d'amis est devenu l'épicentre de toute cette tension.
Il y avait 4 d'entre elles dans le cercle restreint de Nicole, Brittany, Megan, Ashley et Daniel. Chacune représentait une saveur différente de l'archétype de la femme d'entreprise que Nicole semblait de plus en plus déterminée à incarner. Brittany était mariée à ce type de la finance nommé Kevin, qui portait des gilets sans ironie et parlait de crypto-monnaie comme si c'était une religion. Le mec ne pouvait pas avoir une conversation sans mentionner la performance de son portefeuille, ou une stratégie d'investissement obscure qui donnait à tous les autres l'impression d'être pauvre et stupide en comparaison. Il me regardait comme si j'étais un meuble, quelque chose dans la pièce qui ne servait à rien de concret, mais qui ne valait pas l'effort d'être déplacé. Le mari de Megan était un chirurgien nommé Robert, qui avait l'air de n'avoir jamais travaillé un seul jour avec ses vraies mains de sa vie. Des ongles parfaitement manucurés, des costumes de créateur même les week-ends décontractés. Cette expression perpétuelle de léger dédain pour quiconque gagnait moins d'un demi-million par an. Il m'avait demandé une fois quelle était ma spécialité à la clinique. Et quand j'ai expliqué que j'étais technicien vétérinaire plutôt que vétérinaire, il a littéralement dit « Oh » et s'est éloigné au milieu de la conversation. Ashley était fiancée à un promoteur immobilier nommé Preston, ce qui devrait vous dire tout ce que vous avez besoin de savoir sur lui. Le gars avait des opinions sur la valeur des propriétés du quartier de la même manière que les gens normaux ont des opinions sur la météo, constamment, bruyamment, et sans aucune conscience que personne d'autre ne s'y intéressait. Et puis il y avait Daniel. Daniel était la meilleure amie de Nicole depuis leur première année d'université. Elles avaient été colocataires, partenaires d'études, demoiselles d'honneur au mariage de l'une et de l'autre ou l'auraient été, sauf que Daniel était célibataire et ne montrait aucun intérêt particulier à changer ce statut. Elle travaillait comme cadre en marketing dans une entreprise technologique, gagnait très bien sa vie, et semblait complètement à l'aise dans sa peau, d'une manière que les autres femmes du groupe n'avaient jamais tout à fait atteinte. Elle était aussi la seule des amies de Nicole qui ne me traitait pas comme si j'étais invisible ou indigne de considération. Daniel avait cette présence. Des cheveux noirs, des yeux verts, cet esprit vif qui pouvait soit vous réchauffer, soit vous casser selon son humeur. Quand elle entrait dans une pièce, les gens la remarquaient, non pas parce qu'elle essayait d'être remarquée, elle commandait l'attention naturellement. Chaque fois que tout le groupe venait pour l'une des soirées vin de Nicole, Daniel venait réellement me chercher, me demander comment s'était passée ma journée, mon travail, si nous avions eu des cas intéressants à la clinique. Elle riait à mes blagues au lieu de les tolérer poliment. Elle m'incluait dans les conversations au lieu d'attendre que je comprenne l'allusion et disparaisse pour que les vraies discussions puissent commencer. J'appréciais cela plus que je ne l'aurais probablement dû. Avoir quelqu'un dans cette foule qui me voyait comme une personne réelle, au lieu de l'accessoire malheureux de Nicole, me donnait l'impression de trouver une oasis dans un désert très particulier. Les choses ont atteint un point critique il y a environ 3 mois, lors de ce dîner que Nicole a insisté pour organiser. Elle le planifiait depuis des semaines, stressant sur chaque petit détail, comme si le sort de la civilisation dépendait du placement des serviettes et de la disposition des apéritifs. J'ai fait tout ce qu'elle demandait sans me plaindre. J'ai nettoyé la maison de fond en comble, installé les meubles de patio, passé le nettoyeur haute pression sur la terrasse, et grillé le plat principal parce qu'apparemment, c'était ma seule contribution acceptable à la soirée. Tout le groupe d'amis s'est pointé avec leurs conjoints, plus quelques collègues de travail de Nicole et leurs partenaires. Tout le monde était habillé comme s'ils assistaient à un gala d'entreprise, tandis que je suis resté avec mon jean habituel et une chemise sympa, parce que Nicole m'avait spécifiquement dit de ne pas trop m'habiller pour ne pas donner aux autres maris l'impression qu'ils devaient rivaliser. Ouais, ce commentaire aurait dû être un drapeau rouge de la taille d'un panneau publicitaire. Mais je fonctionnais encore sous l'hypothèse que ma femme et moi étions dans la même équipe. La soirée s'est bien passée pour la majeure partie. Le dîner était bon. J'avais réussi la cuisson des steaks. Et même Robert, le chirurgien, a dû admettre que la nourriture était impressionnante, avant d'embrayer immédiatement sur une histoire à propos d'une procédure compliquée qu'il avait effectuée cette semaine-là. La conversation était fluide. Nicole jouait l'hôtesse parfaite, et je me rendais utile en gardant les assiettes pleines et les verres remplis, sans trop attirer l'attention sur moi. Après le dîner, tout le monde a migré vers le salon pour le dessert et le café. Je suis resté dans la cuisine pour nettoyer, parce que c'est juste ce que je suis. Je ne supporte pas de laisser du désordre. Et honnêtement, la vaisselle me donnait quelque chose à faire, à part rester planté là à écouter Kevin faire la leçon à tout le monde sur la volatilité du marché. C'est à ce moment-là que j'ai entendu les rires. Pas juste des rires de fête normaux. C'était ce genre de rire particulier qui se fait aux dépens de quelqu'un. Pointu, un peu trop fort, avec une pointe de cruauté sous l'humour.
Je me suis dirigé vers l'embrasure de la porte pour voir ce qui était si drôle, et j'ai saisi la fin du commentaire de Nicole. Elle était assise sur le canapé, entourée de ses amis, faisant un geste vers la cuisine où j'avais travaillé. Je veux dire, regardez-le là-dedans à faire la vaisselle. C'est tellement efféminé. La plupart des maris seraient ici en train de faire du réseautage ou de parler affaires, mais le mien est probablement en train de chercher de nouvelles recettes de casseroles sur Google, ou de réfléchir aux produits de nettoyage qui marchent le mieux sur l'acier inoxydable. Encore des rires. Brittany, Megan, Ashley, et même certains des collègues que je connaissais à peine. Tout le monde sauf Daniel, j'ai remarqué, qui fixait Nicole avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Brittany s'est penchée avec ce ton complice qu'elle utilisait toujours quand elle était sur le point de dire quelque chose qu'elle savait terrible. Kevin ne se ferait jamais surprendre mort dans une cuisine, à moins qu'il ne se serve un verre. Il dit que les vrais hommes ont des gens pour faire ça à leur place. Robert est pareil, a ajouté Megan. Je pense qu'il ferait une crise si quelqu'un lui demandait de remplir un lave-vaisselle. Ça pourrait abîmer ses mains de chirurgien. Encore des rires. Ashley a fait une vanne disant qu'au moins j'étais propre à la maison, ce qui a fait éclater tout le groupe de rire. Je suis resté là, dans l'embrasure de la porte, un torchon à la main, avec l'impression que quelqu'un avait plongé la main dans ma poitrine et l'avait serrée. Ma propre femme, faisant de moi la chute d'une blague devant tous ceux que nous connaissions, dans notre maison. À une fête que je l'avais aidé à préparer. Nicole m'a surpris debout là. Pendant une fraction de seconde, quelque chose a vacillé sur son visage. Peut-être de la culpabilité, peut-être de la honte, peut-être juste de l'embarras que j'ai entendu. Mais elle ne s'est pas excusée. N'a rien retiré. N'a même pas eu l'air particulièrement désolée. Elle m'a juste fixé comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal, en étant présent pour ma propre humiliation. La pièce est devenue silencieuse à mesure que les gens me remarquaient dans l'encadrement de la porte. Brittany a eu la décence d'avoir l'air légèrement mal à l'aise. Robert a examiné son verre comme s'il contenait les secrets de l'univers. Kevin avait un petit sourire en coin, comme si c'était exactement le divertissement qu'il espérait. C'est là que Daniel a pris la parole. Sa voix a traversé le silence gênant comme une lame, claire, contrôlée et absolument dévastatrice. En fait, a-t-elle dit en regardant directement Nicole. Il a été très viril avec moi hier. C'est peut-être ça, ton problème. Mort. Silence. Toutes les têtes dans la pièce se sont tournées vers Daniel. Le visage de Nicole est passé par environ 7 couleurs différentes: confusion, choc, colère, quelque chose qui ressemblait presque à de la peur avant de s'arrêter sur une nuance de violet que je n'avais sincèrement jamais vue sur un visage humain auparavant. Pardon ? La voix de Nicole est sortie à peine au-dessus d'un murmure. Daniel n'a pas bronché. N'a pas détourné le regard. N'a pas reculé, même légèrement. J'ai dit ce que j'ai dit. Tu es tellement occupé à essayer de transformer ton mari en quelque chose qu'il n'est pas, que tu ne peux même pas voir ce que tu as juste devant toi. Elle a fait un geste vers moi avec sa tasse de café, comme si j'étais une preuve dans son argumentation. Jonathan a passé toute sa pause déjeuner hier à m'aider à monter des meubles dans mon nouvel appartement, parce que j'avais mentionné que je galérais avec ça. Il a monté un canapé sur 3 étages tout seul, a réparé mon broyeur d'évier qui faisait un bruit de grincement bizarre, et a refusé que je le paie ou même que je lui offre le déjeuner. C'est ça, être viril. C'est à ça que ressemble un vrai homme, pas à ces portefeuilles d'investissement ambulants que vous avez toutes épousés, et qui ne savent probablement pas changer une roue de voiture sans appeler leurs assistants. Le silence dans la pièce était si complet que je pouvais entendre le réfrigérateur bourdonner depuis la cuisine. Je suis resté là, complètement figé, mon cerveau essayant de traiter ce qui se passait. J'avais aidé Daniel à bouger des meubles hier. Elle avait mentionné lors de la réunion précédente qu'elle changeait d'appartement et redoutait le déménagement. Et j'avais proposé mon aide, parce que c'est simplement ce qu'on fait quand un ami a besoin d'assistance. Aussi simple que ça. J'avais pris une pause déjeuner prolongée, je l'avais aidé à installer les trucs lourds, et j'étais retourné au travail. Je n'y avais pas réfléchi à 2 fois. Je n'avais absolument aucune idée que proposer d'aider une amie deviendrait la munition qui ferait exploser mon mariage. Nicole s'est levée du canapé, les mains tremblant sur ses côtés. Tu es sérieusement en train de défendre mon mari là, dans ma propre maison. Quelqu'un doit bien le faire, a rétorqué Daniel du tac au tac. Puisque toi, tu ne le feras clairement pas. Puisque tu préfères rester assise là à faire de lui la chute d'une petite blague cruelle,
pour impressionner des gens qui ne comptent pas vraiment. Ce sont mes amis, Daniel, et c'est ton mari supposément, bien que tu aies pu me tromper vu la façon dont tu viens de parler de lui. La pièce a éclaté dans le chaos. Brittany et Meghan ont immédiatement flanqué Nicole comme une sorte d'escouade de défense de banlieue, exigeant de savoir ce qui s'était passé exactement hier entre moi et Daniel. Le fiancé d'Ashley, Preston, avait l'air de vouloir se téléporter physiquement dans une autre dimension. Kevin regardait toute la scène se dérouler avec un amusement à peine dissimulé. Comme si c'était mieux que n'importe quelle émission de télé-réalité. Robert examinait sa montre comme s'il calculait exactement combien de son temps précieux était gaspillé. Et Nicole. Nicole me fixait avec ce regard de trahison absolue, comme si c'était moi qui avais orchestré tout ça, comme si j'avais planifié un stratagème élaboré pour l'humilier à sa propre fête. Tu es allé à son appartement, m'a-t-elle sifflé, sa voix basse et venimeuse. Seule ? Je l'ai aidé à bouger un canapé, Nicole. Elle a mentionné qu'elle avait du mal avec le déménagement, et j'ai proposé mon aide comme je le ferais pour littéralement n'importe qui le demanderait. Et tu n'as pas pensé à m'en parler ? Te parler de quoi ? Que j'ai passé ma pause déjeuner à aider une amie ? Est-ce que je devrais aussi te signaler chaque fois que je tiens une porte pour quelqu'un ? T'envoyer un rapport détaillé chaque fois que j'aide une patiente âgée à porter son chat dans la clinique ? N'ose pas me faire passer pour la folle ici, Jonathan. Sa voix devenait plus forte maintenant. Le personnage de l'hôtesse Polly se fissurait comme de la peinture sèche. Tu es allé dans l'appartement d'une autre femme sans me le dire. Pendant que j'étais au travail. Daniel a laissé échapper ce rire incrédule qui semblait presque douloureux. Nicole, je suis ta meilleure amie depuis 12 ans. 12 ans ? Tu penses vraiment que je ferais n'importe quoi avec ton mari ? Je faisais une remarque sur la façon dont tu le traites, je ne confessais pas une liaison torride. Mais la graine était déjà plantée. Je pouvais la voir prendre racine derrière les yeux de Nicole. Le soupçon, la paranoïa, le besoin de trouver quelqu'un à blâmer pour sa propre culpabilité concernant ce qu'elle avait dit. C'était plus facile de croire que je l'avais trahi avec sa meilleure amie, plutôt que d'affronter la réalité, elle venait d'humilier son mari devant tous ceux qu'il connaissait. La fête s'est terminée environ 20 minutes plus tard, dans l'exode le plus gênant dont j'ai jamais été témoin. Les invités ont présenté leurs excuses et ont pratiquement sprinté vers la sortie comme si la maison était en feu. Kevin m'a carrément tapoté l'épaule en sortant et a dit « Bonne chance, mec », avec un sourire narquois qui m'a donné envie de lui refaire le portrait. Robert et Meghan sont partis sans dire au revoir du tout. Brittany s'est attardée juste assez longtemps pour me lancer un regard noir qui suggérait que tout cela était, d'une manière ou d'une autre, de ma faute. Daniel a été la dernière à partir. Elle s'est arrêtée à la porte d'entrée et nous a regardés tous les deux. Nicole se tenait toujours rigide de rage dans le salon, moi planant maladroitement entre elles comme un otage dans ma propre maison. Tu sais ce qui est triste, a-t-elle dit en dirigeant ses mots vers Nicole. Il est la meilleure chose qui te soit jamais arrivée, et tu es trop occupé à essayer d'impressionner des gens qui ne se soucient pas vraiment de toi pour le voir. J'espère qu'un jour tu comprendras ça avant qu'il ne soit trop tard pour réparer ce que tu es en train de briser. Puis elle s'est tournée vers moi, son expression s'adoucissant en quelque chose qui ressemblait presque à des excuses. Je suis désolé d'avoir empiré les choses. Je sais que je l'ai probablement fait, mais je ne pouvais juste plus rester assise là et les écouter parler de toi comme ça. Plus maintenant. Elle est partie, et le silence qu'elle a laissé derrière elle ressemblait à un poids physique pesant sur nous deux. Nicole et moi n'avons pas parlé pendant 3 jours après cette nuit-là. Elle dormait dans la chambre d'amis, prétendant qu'elle avait besoin d'espace pour assimiler tout ce qui s'était passé. J'emmenais Biscuit pour des promenades plus longues que d'habitude, parfois 1 heure ou plus, juste pour sortir de la maison et m'aérer la tête. Le chien semblait sentir que quelque chose n'allait pas. Il se pressait contre ma jambe pendant que nous marchions, me regardant avec ses yeux bruns inquiets, comme s'il essayait de trouver comment réparer ce qui s'était brisé. Le 3e jour, Nicole a finalement émergé de son exil auto-imposé avec ce qu'elle appelait sa décision. Elle s'est assise en face de moi à la table de la cuisine, comme si nous étions des partenaires commerciaux négociant un contrat, plutôt qu'un couple marié essayant de naviguer à travers une crise. Son visage était soigneusement composé, sa voix plate et professionnelle. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-elle commencé. Et j'ai réalisé qu'il y a des incompatibilités fondamentales entre nous que j'ignore depuis trop longtemps. Incompatibilité, ai-je répété. Oui. Nos objectifs sont différents. Nos valeurs sont différentes. Tu es satisfait de là où tu es dans la vie.
Et j'ai besoin de plus que ça. J'ai besoin de quelqu'un qui veut grandir, accomplir, construire quelque chose de significatif. Et faire un travail que j'aime, être heureux avec ce que j'ai, être propriétaire d'une maison et construire une vie ensemble. Ce n'est pas significatif? C'est se contenter de peu, Jonathan. Elle a prononcé ces mots comme s'ils avaient un goût amer dans sa bouche. Je grimpe l'échelle. Je vais quelque part. Et j'ai besoin d'un partenaire qui va grimper avec moi. Pas quelqu'un qui est satisfait de rester sur le même barreau pour toujours. C'était là. Le mot autour duquel elle tournait depuis des mois, peut-être des années. Se contenter. Je n'étais pas un partenaire qu'elle avait choisi. J'étais une place réservée qu'elle avait dépassée. Je pense que nous avons besoin d'une séparation d'essai, a-t-elle continué. Du temps séparé pour comprendre ce que nous voulons vraiment. Je l'ai regardée pendant un long moment. J'ai pensé à me battre pour elle, à souligner toutes les façons dont elle avait tort, à la supplier de se rappeler pourquoi nous nous étions mariés au départ. Puis j'ai pensé à moi, debout dans cette embrasure de porte avec un torchon, pendant qu'elle me traitait d'efféminé, pendant qu'elle faisait de moi une blague, pendant qu'elle riait avec tous les autres. D'accord, ai-je dit. Elle a cligné des yeux, clairement déstabilisée. D'accord? Si c'est ce que tu ressens, alors d'accord, séparons-nous. Je pense qu'elle s'attendait à ce que je me batte, que je rampe et promette de changer, que je supplie pour une autre chance de me prouver digne d'elle. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un à vous respecter. Soit ils le font, soit ils ne le font pas. Nous avons convenu que je déménagerais puisque la maison était techniquement à elle achetée avec ses économies et une généreuse contribution de ses parents avant notre mariage. Ça m'allait. Je ne voulais pas rester quelque part où je n'étais pas désiré. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai emballé mes affaires, trouvé un appartement correct d'une chambre plus près de la clinique, et commencé le processus pour démêler notre vie commune. Nicole restait la plupart du temps hors de mon chemin, probablement soulagée que je ne rende pas tout ça dramatique. Ses amis sont passés quelques fois pour la soutenir dans cette période difficile, ce qui signifiait apparemment s'asseoir, boire du jus coûteux et parler du fait qu'elle méritait mieux. Quoi qu'il en soit, j'entendais leur conversation à travers les murs pendant que je faisais les cartons. La voix de Brittany portait particulièrement bien alors qu'elle déclarait que Nicole avait été trop bien pour moi depuis le début. Megan, d'accord, disait qu'elle avait toujours eu des réserves sur mon manque d'ambition. Pas un seul mot sur ce que Nicole avait réellement dit ce soir-là, sur la cruauté de la chose. Biscuit est venu avec moi quand je suis parti. Cette partie n'a même pas été une discussion. C'était mon chien avant que Nicole et moi ne nous mettions ensemble, et elle ne s'était jamais vraiment attachée à lui de toute façon. Elle n'a pas discuté. Probablement soulagée d'avoir un rappel de moins de moi dans les parages. L'appartement était petit mais propre. Une chambre, une cuisine en longueur, un petit balcon qui donnait sur une cour assez sympa, où Biscuit pouvait regarder les écureuils et les juger en conséquence. J'ai installé mes meubles et j'ai lentement commencé à construire une nouvelle routine. La première semaine, j'ai repeint tout l'endroit. Nicole ne m'avait jamais laissé choisir les couleurs de peinture. Tout dans notre maison avait été sa décision, généralement une nuance de gris ou de beige qu'elle avait vue dans un magazine. Mon appartement a eu droit à du bleu foncé dans la chambre, un bronzage chaud dans le salon, et je n'ai demandé la permission de personne. La deuxième semaine, j'ai acheté un barbecue pour le balcon. Rien de chic, juste un petit Weber qui tenait dans le coin. J'ai commencé à cuisiner dehors la plupart des soirs, Biscuit assis à mes pieds, espérant que quelque chose tombe. Le voisin de l'autre côté de la cour, un gars plus âgé nommé Franck, a commencé à me faire signe quand il me voyait griller. Finalement, on s'est mis à discuter. Il s'avère qu'il avait lui-même traversé un divorce il y a environ 10 ans. Il a dit que la première année était dure, mais que ça s'arrangeait. La 3e semaine, j'ai recommencé à aller à la salle de sport. Pas pour impressionner qui que ce soit ou prendre de la masse pour une transformation physique de vengeance, juste parce que ça me manquait. Nicole avait toujours fait des commentaires sur le temps que j'y passais, comme si c'était du temps pris sur elle. Sans cette culpabilité, je me suis surpris à apprécier à nouveau la routine. Et voici la chose qui m'a le plus surpris. Je me suis senti mieux presque immédiatement. Plus besoin de marcher sur des œufs en me demandant si mon existence était assez embarrassante pour être commentée. Plus besoin de nuits allongées à côté de quelqu'un qui me voyait comme un tremplin plutôt que comme une destination. Plus besoin de me vérifier avant de parler, pour m'assurer que je n'allais pas dire quelque chose qui l'embarrasserait devant les bonnes personnes.
Mon pote Ryan m'a aidé à déménager et est resté pour une pizza après. Tu sais ce qui me tue, a dit Ryan, en prenant une autre part. Elle a passé des années à te faire sentir qu'il y avait quelque chose de fondamentalement mauvais chez toi, juste parce que tu es un être humain décent. Je ne sais pas si elle le pensait de cette façon. Arrête. Il a pointé sa pizza vers moi. Arrête de chercher des excuses à quelqu'un qui ne les mérite pas. Elle t'a traité d'efféminé parce que tu faisais la vaisselle devant une pièce pleine de gens. Ce n'est pas un malentendu. C'est du mépris. Il n'avait pas tort. Environ 5 semaines après mon déménagement, j'ai croisé Daniel dans un café près de mon nouvel appartement. Rencontre complètement aléatoire. Elle récupérait une commande au comptoir. Je m'installais à une table dans un coin avec un livre pendant mon jour de congé. Elle m'a repéré en premier. Jonathan. Elle s'est approchée, son expression incertaine. Et comment vas-tu? Mieux, en fait. Je m'habitue au nouvel endroit. J'ai entendu dire que la séparation devenait officielle. Je suis désolé. Tu t'excuses pour l'effondrement de mon mariage? Je m'excuse pour mon rôle dans son accélération. Elle s'est assise en face de moi. Je sais que ce que j'ai dit ce soir-là a probablement empiré les choses. J'ai juste dégoupillé une grenade qui était déjà construite. Nicole et moi avions des problèmes bien avant ce dîner. Nous avons fini par parler pendant 2 heures du travail, de la vie, des décombres de nos situations sociales respectives. C'était facile, d'une manière que les conversations avec Nicole n'avaient pas été depuis des années. Quand nous nous sommes finalement dit au revoir, Daniel m'a tendu son numéro de téléphone griffonné sur une serviette. Au cas où tu aurais besoin de parler à quelqu'un. Au cours des mois suivants, Nicole et moi avons navigué à travers le processus officiel de divorce avec un minimum de drame. Chaque conversation était professionnelle et distante, comme si nous étions des collègues qui ne s'étaient jamais vraiment connus. Le divorce a été finalisé un mardi. J'ai signé les papiers au bureau de mon avocat pendant ma pause déjeuner, j'ai attrapé un sandwich sur le chemin du retour à la clinique, et je suis retourné travailler comme si c'était n'importe quel autre jour. Ce soir-là, Daniel est venu avec des plats à emporter, et nous avons regardé un film sur mon canapé avec biscuits coincés entre nous. Elle n'en a pas fait tout un plat comme si c'était une étape importante. Elle a juste laissé les choses être ce qu'elles étaient. J'ai entendu par des connaissances communes que Nicole avait déjà commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau, un cadre de son entreprise nommé Bradley. Le gars portait des costumes qui coûtaient plus cher que mon loyer mensuel, avait des opinions sur les marques de montres et les destinations de vacances, et s'intégrait parfaitement dans le cercle social qu'elle avait essayé d'ascensionner depuis toujours. Pendant ce temps, ma propre vie s'améliorait tranquillement. Le travail semblait plus épanouissant. J'ai eu une petite augmentation et les félicitations du vétérinaire en chef pour mon travail sur une chirurgie particulièrement compliquée. Mon appartement s'est transformé d'un logement temporaire en un véritable chez-soi. Biscuit et moi avons exploré notre nouveau quartier, découvrant des parcs, des sentiers et des restaurants qui acceptent les chiens. Et ouais, j'ai continué à voir Daniel. Le café s'est transformé en dîner. Le dîner s'est transformé en film. Les sorties décontractées se sont transformées en quelque chose de plus. Notre premier vrai rendez-vous était dans ce petit resto thaïlandais qu'elle voulait essayer. Nous avons fermé le restaurant en discutant. Comme cette première conversation au café. Le deuxième rendez-vous était une randonnée dans un parc d'État à environ 1 heure de la ville. Elle a suivi le rythme tout le long. Ne s'est pas plainte une seule fois de la boue ou des insectes. Au 3e mois, nous nous étions installés dans quelque chose qui semblait naturel. Elle venait après le travail. Nous cuisinions le dîner ensemble, regardions la télé avec biscuits étalés sur nos 2 genoux. Les week-ends étaient pour de vraies activités, marchés fermiers, excursions d'une journée, quelques concerts. Elle ne m'a jamais donné l'impression que je devais faire quelque chose de plus impressionnant de mon temps. 6 mois après la finalisation de mon divorce, Daniel a emménagé dans mon appartement. Son choix, son timing. Elle a juste dit un jour qu'elle en avait marre d'entretenir 2 endroits séparés alors qu'elle ne voulait être qu'à un seul. Puis est venu le gala de charité. L'entreprise de Nicole organisait ce grand événement annuel chaque mois de novembre. Tenue de soirée, vente aux enchères silencieuses, groupe live, la totale. Un de ces événements où, tous ceux qui étaient quelqu'un, sur la scène corporative locale se montraient pour voir et être vus. J'y étais allé avec elle pendant 3 années consécutives quand nous étions mariés, me sentant toujours légèrement déplacé parmi tous les cadres et leurs conjoints parfaitement polis.
Cette année, l'entreprise de Daniel se trouvait être l'un des sponsors. Tu n'es pas obligé de venir, a dit Daniel quand elle a reçu l'invitation. Je sais que ça pourrait être bizarre de la voir là-bas. Je ne me cache pas de mon ex-femme. Si tu veux que je sois là, je suis là. Elle a souri. Je veux que tu sois là. Nous sommes arrivés en ayant fière allure. Daniel dans cette robe vert foncé qui faisait ressortir ses yeux. Moi dans le costume que j'avais acheté spécifiquement pour des occasions comme celle-ci. C'était la première fois que je portais quelque chose d'aussi beau depuis mon mariage. Le lieu était cet entrepôt reconverti au centre-ville, avec des briques apparentes et des guirlandes lumineuses partout. Open bar, apéritif qui circule, un DJ passant quelque chose de bon goût dans le coin. Nous étions à l'événement depuis peut-être 20 minutes quand j'ai repéré Nicole de l'autre côté de la salle de bal. Elle se tenait avec Bradley et un groupe de ses collègues, riant de quelque chose que quelqu'un avait dit. Elle avait l'air polie et parfaite, exactement l'image qu'elle avait toujours voulu projeter. Bradley avait son bras autour de sa taille de cette façon possessive que certains gars ont lors d'événements, marquant leur territoire. Puis elle m'a vu. Son visage est passé par environ 5 expressions en 2 secondes, surprise, confusion, reconnaissance, et puis cet éclair de quelque chose qui ressemblait presque à du regret quand elle a remarqué la main de Daniel dans la mienne. Elle s'est excusée auprès de son groupe et a marché droit vers nous. Jonathan. Sa voix était soigneusement contrôlée. Je ne m'attendais pas à te voir ici. L'entreprise de Daniel sponsorise. Les yeux de Nicole se sont déplacés vers Daniel. Les deux femmes ne s'étaient pas parlé depuis l'incident du dîner. Daniel. Nicole. Le silence s'est étiré un instant de trop. Puis Bradley est apparu au coude de Nicole. Tout sourire et charme professionnel. Tout va bien, bébé? Ça va. Je dis juste bonjour à de vieux amis. La voix de Nicole était tendue. Bradley, voici Jonathan, mon ex-mari, et Daniel, mon ancienne colocataire d'université. Ancienne. Ce mot a atterri comme une gifle. Bradley m'a serré la main avec la poigne de quelqu'un qui avait lu trop d'articles de conseils en affaires. Ravi de vous rencontrer, mec. Nicole m'a parlé de vous. Que de bonnes choses, je suis sûr. Il a ri comme si j'avais fait une blague. Elle a dit que vous travaillez avec les animaux ou quelque chose comme ça. C'est cool. Très relax comme parcours professionnel. Il est technicien vétérinaire, a coupé Daniel. Il aide à sauver la vie d'animaux chaque jour. La semaine dernière, il a assisté à une chirurgie qui a sauvé le chien d'une famille d'une occlusion intestinale. Les propriétaires ont pleuré quand ils ont appris la nouvelle. Bradley a cligné des yeux, ne sachant clairement pas comment réagir à une véritable substance. Oh, c'est vraiment quelque chose. Nicole regardait Daniel avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Quelque chose entre la colère et autre chose. Peut-être de l'envie. On devrait retourner à notre table, a dit Daniel en serrant ma main. Ravi de vous voir tous les deux. Nous nous sommes éloignés et je pouvais sentir les yeux de Nicole dans mon dos tout le long. Plus tard ce soir-là, alors que nous attendions au stand du voiturier, un texto est arrivé sur mon téléphone. Numéro inconnu. J'ai entendu dire que Bradley trompe Nicole. Plusieurs femmes. L'une d'elles travaille dans leur entreprise. Je pensais que tu devrais savoir. Brittany. Je l'ai montré à Daniel. Hein, a-t-elle dit. Brittany qui joue les informatrices. Je ne l'avais pas vu venir. Est-ce que je devrais répondre? C'est à toi de voir. J'y ai réfléchi une seconde, puis j'ai effacé le message. Les problèmes de Nicole n'étaient plus les miens. 2 semaines plus tard, Ryan a appelé avec une mise à jour. Mec, tu ne vas pas le croire. Le nouveau mec de Nicole s'est fait choper. Scandale complet au bureau. Apparemment, il couchait avec 3 femmes différentes de l'entreprise, et l'une d'elles est allée au RH avec des preuves, des captures d'écran, des frais d'hôtel sur la carte de l'entreprise, la totale. C'est dur. Il y a mieux. Nicole l'a découvert en même temps que tout le monde parce que l'histoire a fuité sur un blog de potins de l'industrie. Elle s'est pointée au travail le lendemain matin et tout le monde savait déjà. Elle a dû passer devant des gens qui chuchotaient que son petit ami était un trompeur en série. J'ai ressenti un petit pincement de quelque chose. Pas tout à fait de la sympathie, mais peut-être de la reconnaissance. Je savais ce que ça faisait d'être humilié publiquement,
d'avoir des gens qui rient à vos dépens. Il y a plus, a continué Ryan. Apparemment, quand elle a essayé de contacter son ancien groupe d'amis pour du soutien, Danielle n'était pas la seule à être passée à autre chose. Brittany prend ses distances depuis cette fête. Je suppose que Kevin a fait un commentaire sur le fait de ne pas vouloir de drame dans leur cercle social. Meghan et Robert ont déménagé à Seattle pour son nouveau travail. Ashley a rompu ses fiançailles avec Preston après qu'il a été impliqué dans une affaire immobilière louche. Donc, Nicole est essentiellement seule. En gros, elle a essayé d'appeler Danielle la semaine dernière. Danielle lui a dit qu'elle n'était pas intéressée à être une option de repli. J'ai failli rire. Presque. Le chapitre final est arrivé environ un mois plus tard. J'étais à la clinique en train de finir la paperasse après une longue journée, quand la réceptionniste m'a dit que quelqu'un attendait dans le hall pour me voir. C'était Nicole. Elle avait l'air différente de tout ce que j'avais pu voir. Pas de maquillage parfait, pas de vêtements de créateur, juste un jean et un pull qui donnaient l'impression qu'elle avait attrapé tout ce qui était propre. Ses yeux étaient rouges comme si elle avait pleuré. « On peut parler ?» a-t-elle demandé. Je l'ai emmenée dans la salle de pause, loin des regards indiscrets. « Je te dois des excuses », a-t-elle dit, assise en face de moi à la petite table. Des vrais. Pas pour le divorce ou la séparation. Pour cette nuit-là, pour ce que j'ai dit sur toi devant tout le monde. J'ai attendu. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir aux choses dernièrement, à qui je devenais, à ce que j'ai jeté en essayant d'être quelqu'un que je pensais devoir être. Elle a pris une respiration tremblante. Tu étais un bon mari, Jonathan. Un vraiment bon mari. Et j'étais tellement inquiète de ce que les autres pensaient que je ne pouvais pas le voir. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Rien. Je n'attends rien de toi. J'avais juste besoin que tu saches que je sais maintenant. Que j'avais tort. Que tu méritais mieux que la façon dont je t'ai traité. J'ai hoché la tête lentement. J'apprécie que tu dises ça. Tu es heureux avec Danielle? Ouais, je le suis vraiment. Elle a souri, mais ça n'a pas atteint ses yeux. Bien. C'est bien. Elle s'est levée, se ressaisissant. Je devrais y aller. J'avais besoin de dire ça. Enfin. Elle est sortie sans un autre mot. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Danielle pendant le dîner dans notre appartement. Biscuit étalé à nos pieds, les sons de la ville dérivant par les fenêtres ouvertes. Comment tu te sens, a-t-elle demandé. Honnêtement? Soulagé? Comme si quelque chose s'était enfin refermé? Pas envie de jubiler? De lancer quelque je te l'avais bien dit? Nan, elle en bave assez comme ça. En plus, j'ai de meilleures choses sur lesquelles me concentrer. Danielle a souri et s'est penchée pour m'embrasser. Bonne réponse.